Bonjour et bienvenue dans ces causeries Sciences et Société. Nous sommes heureux de vous retrouver avec le professeur Rémi Courdier. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors nous abordons le 3e épisode de cette série sur les villes intelligentes. Vous nous proposez une saga sur les villes intelligentes. Et donc nous avons abordé précédemment les caractéristiques. Nous avons essayé de comprendre ce qu'étaient les villes intelligentes. Et puis les enjeux bien évidemment de ces villes intelligentes. Et maintenant nous allons aborder quelques concepts sur ces questions de ville intelligente, puis ensuite nous verrons les avantages et limites dans une série qui sera consacrée, dans un épisode qui sera intégralement consacré à ces avantages et limites de la ville intelligente. Alors peut-être dans un premier temps, pour les personnes qui n'auraient pas pu regarder les précédents épisodes, pourrions-nous faire un petit rappel de ce qui a été dit? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, on a commencé par la définition, ce qui est assez normal pour ce genre de causerie. Donc, on a essayé de discuter un certain nombre de termes qui étaient au cœur de la notion de ville intelligente. Donc, on a bien compris que la notion de technologie était importante, mais qu'au fur et à mesure des années, eh bien, le citoyen est revenu en force et en fait a pris une place vraiment primordiale dans les aspects de ville intelligente. Ensuite, on a présenté comment fonctionnaient ces villes intelligentes et notamment au travers d'une couche d'intégration de données qui faisait émerger tout un ensemble de nouveaux services. Et puis, sur la deuxième causerie, on a plutôt vu les enjeux. Donc, on a compris que nos villes étaient effectivement soumises à de nombreuses contraintes financières et également des contraintes de la population, du citoyen, qui demande de plus en plus de services et qui veut vivre une expérience de plus en plus individualisée de la ville. Et en fait, on a vu un certain nombre d'expérimentations au niveau mondial des grandes villes et puis aussi des villes françaises, des villes de La Réunion. Et on a terminé sur la notion de Smart Village, qui est une notion qui est émergente. Ensuite, on a commencé à initier les concepts avec un certain nombre d'étapes qui participent à chacune des villes intelligentes, donc des formes de choses qui sont des invariants. Et c'est ce qu'on va essayer de creuser aujourd'hui. Alors, nous allons rentrer au sein de ces concepts pour essayer de comprendre. Et quand on parle de données, évidemment, il va falloir à un moment donné faire un certain nombre d'actions pour pouvoir récupérer ces données, les traiter, etc. Donc, ce cycle de vie, vous appelez ça le cycle de vie de la ville intelligente? C'est une déformation un peu d'informaticien parce que dans l'informatique, on parle beaucoup de cycle de vie d'un système informatique. Donc, effectivement, je l'ai rattaché à la ville intelligente, notamment dans tout le processus informatique. Et en fait, ce cycle de vie pour la ville intelligente, il consiste en premier lieu, effectivement, à acquérir de l'information, ensuite à communiquer cette information en vue de la stocker dans un certain nombre de plateformes numériques. Ces informations vont être analysées par des processus de plus en plus sophistiqués et puis ces analyses vont permettre de faire émerger de la connaissance nouvelle et de proposer d'agir à nouveau dans le système et en fait d'agir à nouveau en cycle sur notre ville et de repartir effectivement en permanence dans l'acquisition de données. Donc c'est un processus permanent, temps réel, qui en fait alimente une source d'information qui en fait est à nouveau communiquée dans ce cycle. Alors, la grande différence par rapport aux villes dites non intelligentes, enfin du moins non instrumentées par le numérique, c'est cette fameuse couche noire que vous présentez là. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Alors, sur cette couche, effectivement, il y a des données qui participent à l'ensemble des secteurs d'activité de la ville. Donc, c'est c'est interdisciplinaire. On n'est plus en silo d'informations, mais on va effectivement pouvoir croiser de l'information, d'énergie, de mobilité, de santé, de gouvernance, de bien-être. Et en fait, c'est ces données qui vont être effectivement mises en relation au travers d'analyses et d'analyses de plus haut niveau qui vont faire émerger effectivement de la nouvelle connaissance. Et en fait, si on regarde bien ce système, effectivement, qui est un système physique, ça va se retrouver dans tout un ensemble d'éléments numériques et va créer un écosystème, une infrastructure d'écosystème numérique qui est extrêmement riche, que l'on voit ici illustré sur ce synoptique. Et en fait, il ne faut pas croire que c'est que de la high-tech. Aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à réfléchir de manière vraiment responsable ces architectures de ville, notamment en France, où il y a un courant assez fort sur cette approche-là, où en fait, on va essayer de mêler de la high-tech, donc la high-tech qui
qui intègre des ressources très gourmandes en processus de calcul, en énergie, avec de la low-tech qui revient en force et qui en fait essaie de proposer des choses simples, robustes, accessibles à tous et pas trop coûteuses, et également très facilement réparables. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir une éco-conception de la ville intelligente en intégrant, en mixant correctement l'ensemble de ces solutions pour créer en fait un écosystème numérique. Alors, cette fameuse low-tech, pour que nos auditeurs puissent comprendre, vous pourriez donner un exemple de ce que pourrait être une low-tech ? Eh bien, on peut imaginer que ça soit plus simple dans une habitation de mettre des volets, tout simplement, plutôt que de mettre des processus qui vont gérer la température de manière particulière. Il y a des choses simples que l'on utilise depuis très longtemps et qui demandent très peu de choses et qui vont permettre de gérer des problèmes que l'on pensait gérer de manière numérique et que finalement on va gérer avec des procédés très classiques et sur lesquels on va s'appuyer au lieu de mettre en place des architectures trop complexes. Donc on n'oublie pas le passé et on utilise aussi les dernières nouveautés en termes de technologie et on essaye de mixer tout ça de façon intelligente. Voilà, c'est en tout cas la nouvelle tendance de ces systèmes numériques qui essaient de capitaliser quand même sur un certain nombre d'expériences et de techniques qui sont simples et qui finalement donnent de bons résultats. Alors cette couche d'intégration de données, ça c'est par contre très nouveau, ça dépend aussi de la capacité nouvelle que nous avons à traiter de l'information à grande échelle. Donc ça c'est vraiment une grande différence et donc ça va normalement apporter de la valeur ajoutée, ne serait-ce qu'à la qualité de vie dans les villes, etc. Oui, en fait, du coup, donc si on passe sur la première étape, c'est la première étape que l'on va réaliser, c'est l'acquisition de ces données. Alors l'acquisition de ces données, si on essaie de définir un premier concept qui participe aux villes intelligentes, en fait, il est basé sur ce qu'on appelle les objets connectés, donc les smart objects, qui sont des objets dont la conception initiale n'a pas été vraiment directement en lien avec le numérique. Ça peut être un capteur d'humidité, un capteur thermique, un capteur de pression, et dans lequel on va rajouter des capacités de communication et voire aussi de calcul. Donc en fait, on va créer comme ça des bibliothèques d'objets connectés qui vont de ce fait pouvoir alimenter, puisqu'ils sont connectés, ils ont les capacités de communiquer, des systèmes. Alors, effectivement, ces objets connectés vont être une partie des éléments sur lesquels on va s'appuyer, mais on va également s'appuyer sur des données des activités humaines. Donc, effectivement, les applications mobiles participatives, par exemple, vont aussi donner un certain nombre d'informations à ces systèmes et communiquent évidemment naturellement. Si c'est un mobile, par exemple, sera déjà naturellement communicant. Et il y a également aussi ce que vous doutez bien, les suivis opportunistes de données de smartphones. Donc, en fait, vous n'avez pas la connaissance quelque part que vos smartphones produisent de la donnée. Mais effectivement, quand vous téléphonez, il y a bien une marque quelque part quand vous vous déplacez, quand vous passez à côté d'une antenne, ces informations existent et en fait peuvent être réutilisées effectivement de manière plus opportuniste. Voilà, vous parlez par exemple là de cartes pucées. Je crois que les nouvelles cartes d'identité, par exemple, sont dotées de... Oui, mais ça peut être tout simplement des cartes de bus, des cartes d'accès à n'importe quelle administration ou service, où en fait on va pouvoir comptabiliser, avoir en temps réel l'ensemble des personnes qui sont à un lieu, qui prennent le bus, on va pouvoir étudier quelque part les comportements des citoyens au travers de l'ensemble de ces informations et qui sont remontées effectivement dans ces systèmes. Donc beaucoup d'informations, évidemment ça interrogera d'autres questions qui viendront dans la causerie l'épisode 4, mais nous y reviendrons. Alors ces données physiques, ça c'est des choses qu'on maîtrise depuis longtemps, tout ça est normalisé, il y a de la sécurité, j'imagine. Alors évidemment, l'un des soucis c'est la cybersécurité des objets connectés, puisqu'en fait c'était un des éléments clés de ces dernières années où en fait on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de lacunes en termes de sécurité et les systèmes informatiques sont relativement bien sécurisés aujourd'hui, mais en fait on ouvrait de nouvelles voies d'accès par ces objets connectés et en fait il y a des normes qui se mettent en place, donc des normes de cybersécurité d'objets connectés, donc maintenant ces éléments commencent à être vraiment pris en compte de manière très très sérieuse avec des certifications sur les objets connectés. Donc effectivement c'est important que les gens qui construisent ces systèmes soient sensibles à ces normes et à ces certifications.
Alors, cette donnée, donc, elle est captée, on l'a vu de façon multiple, hein. Ça peut être des capteurs, ça peut être des instruments embarqués, des téléphones, des cartes, etc. Et donc maintenant, eh bien, cette donnée doit circuler, doit rejoindre une destination. Voilà. Alors le deuxième concept qu'on peut amener, effectivement, c'est le concept de Smart Environment, d'environnement intelligent, qui va en fait associer un réseau avec ses objets connectés. Et donc cette entité, on va l'appeler l'environnement intelligent, et sur lequel les réseaux vont être des réseaux filaires habituels ou bien des réseaux sans fil. Les réseaux sans fil sont extrêmement utilisés dans ces milieux-là. Et en fait, un des réseaux que l'on connaît bien, c'est l'Internet des objets, donc Internet of Things, qui est en fait une instantiation d'un standard qui est le Web of Things. Donc, dans les réseaux, on voit il y a des sensor networks, donc des réseaux plutôt de capteurs. Et effectivement, ces réseaux de capteurs vont être très très spécialisés, à pouvoir utiliser très peu d'énergie et en fait envoyer des données de faible taille, qui sont effectivement le plus couramment, c'est effectivement les données les plus couramment transmises sur les réseaux, puisque ça peut être des températures, juste un passage d'une voiture, une vibration, etc., qui va être transmise. Donc ces réseaux de capteurs, on les appelle les LP1. En fait, c'est les exemples bien connus. LoRa, par exemple, Sigfox, sont des réseaux qui participent à ces solutions-là et qui sont de plus en plus répandus, et avec en fait des grands constructeurs qui les ont adoptés en termes de solutions. L'Internet des objets, on pourrait repréciser pour les personnes qui seraient... L'Internet des objets, c'est la capacité de connecter nos objets sur l'Internet, donc la capacité de retrouver en fait dans le contexte Internet l'ensemble des données des objets. Alors c'est vrai que quand on est sur un réseau de capteurs, on peut effectivement connecter ce réseau de capteurs à l'Internet et derrière, effectivement, bien souvent retrouver ces données sur des serveurs qui seraient connectés à l'Internet. Effectivement, dans les réseaux sans fil, il y a aussi la 4G, la 5G. Donc la 5G qui est un des vecteurs extrêmement importants pour ce genre de système, effectivement. Mais c'est vrai que la 5G s'adresse à des données plus riches. Et en fait, on va concentrer plutôt les données de faible taille à des réseaux de capteurs. D'accord. Et qui sont plutôt aussi des réseaux sans fil, en général? La plupart, ils sont des réseaux hertziens, oui, tout à fait, avec des fréquences comme le réseau LoRa utilise une fréquence gratuite, et en fait, ça revient à des solutions très peu onéreuses qui sont assez faciles à mettre en place. D'accord. Alors, Rémi Courdier, donc, nous poursuivons ce voyage de la donnée, de l'information, et maintenant, cette donnée, eh bien, on le sait tous, il nous faut des clés USB, il nous faut des disques durs. Cette donnée, il va falloir la stocker. Alors, effectivement, il y a la stratégie de gestion des données est importante au cœur des systèmes de base de ville intelligente, puisque là, il va y avoir des masses de données assez conséquentes. Donc, vous connaissez sans doute la notion de mégaoctets, de gigaoctets qui vous sont familières avec vos ordinateurs, mais là on va parler plus précisément de téraoctets, pétaoctets, hexaoctets qui à chaque fois ont un facteur de 1000. En fait, chaque fois qu'on passe d'un de ces mots, on multiplie par 1000 la capacité. Donc on parle de milliards. Voilà, et on arrive à des étaoctets et on commence à parler de yottaoctets. Donc en fait, là on est quand même dans des masses de données qui peuvent devenir très très importantes, surtout quand on véhicule de la vidéo et des supports assez riches en informations. Tout cela demande beaucoup d'énergie d'ailleurs. Alors tout ça, effectivement, demande beaucoup d'énergie. Alors une des solutions qui est de plus en plus mise en place quand même, et c'est la solution d'éviter le cloud. Le cloud, c'est en fait le fait d'aller tout de suite sur l'Internet avec toutes les données, mais c'est de passer sur des solutions intermédiaires. On appelle ça le edge computing, c'est-à-dire qu'en fait dans le edge computing, on va essayer de traiter la donnée la plus proche possible de l'endroit où on la capte et de n'envoyer que des données utiles. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'envoyer des données en permanence si en fait on sait qu'on doit donner en
envoyer une donnée que quand elle a un seuil, par exemple sur une température, par exemple si elle dépasse un certain seuil. Donc on va essayer d'avoir effectivement des traitements de premier niveau qui évitent d'envoyer trop de données. Donc ça va effectivement être moins gourmand en bande passante et ça va aussi protéger la vie privée puisque on ne va pas envoyer toutes les données. On va envoyer que certaines données qui participent à des processus. Alors effectivement, ça va peut-être limiter les possibilités qu'on va pouvoir faire sur ces données, mais en fait, on va transmettre que les données utiles. Alors il y a des architectures intermédiaires qui envoient les données utiles en temps réel et les données en global en temps différé, ce qui permet d'avoir le bénéfice des deux. Et puis l'un des éléments importants, c'est d'avoir des données ouvertes, de réfléchir en fait quelles données on peut ouvrir et quelles données on peut mettre à disposition pour les autres acteurs de la ville, sachant qu'il y a des données qui peuvent être privées, des données qui peuvent être ouvertes. Et puis derrière, il y a effectivement la réglementation du RGPD qui doit être effectivement suivie dans les règles de stockage de données numériques. Effectivement, ces données vont être collectées et sauvegardées dans des bases de données principalement, des bases de données qui peuvent être spatio-temporelles puisqu'on peut avoir des données géolocalisées et aussi marquées par un time slot, une temporalité. Et principalement, on aura des données qui vont être des données qu'on appelle des mégadonnées. Les mégadonnées, on les connaît plus souvent sous le terme de big data. Et en fait, qui vont être des données petites en très grand nombre. Il y a des types de données un peu particulières, qui sont traitées de manière un peu particulière. Donc, par exemple, les blockchains vont être des données qui vont être cryptées avec de la sécurité et qui vont aussi ne pas être effaçables. On va avoir des données qui vont on va avoir toutes les séries de données dans le temps et on va être en mesure d'avoir des données qui sont sûres en permanence puisqu'elles seront généralement dupliquées sur plusieurs serveurs. Ces données sensibles vont plutôt être prises dans des formes blockchain. Effectivement, ces data centers vont aussi avoir une empreinte écologique. On a vu qu'effectivement, ils pouvaient utiliser beaucoup d'énergie. Et il y a des normes aussi qui sont sorties sur ces éléments d'écologie et de normalisation Green IT, en fait, pour les data centers. Et l'ISO, donc un organisme de normalisation, a défini dans la norme 134 un certain nombre de normes pour être certifié data center qui respectent un certain nombre de règles écologiques. Avec aussi des exigences parfois de certaines certifications qui permettent d'avoir des data centers qui soient éco-responsables. Et donc effectivement, on invite les organismes qui mettent en place des data centers de se rapprocher de ces normes. Donc ça nécessite de la compétence, ce sont de nouvelles façons de faire de l'ingénierie éco-responsable, si je puis dire. Tout à fait, effectivement. Maintenant, forcément, quand on travaille dans ce genre de système, je pense que c'est important d'être sensible à ce genre de choses. D'ailleurs, dans la loi informatique de novembre 2021, donc c'est très récent, il est imposé maintenant dans les cycles d'ingénieurs qui sont habilités par la commission d'éthique d'avoir une formation en éco-conception numérique. Très bien. Alors, donc, nous avons stocké ces données. Elles sont réparties soit à la source, soit dans des espaces de cloud ou dans d'autres types d'espaces, dans des data centers. Alors maintenant, ces données, il va falloir les analyser. Voilà. Alors en fait, effectivement, là, c'est le rôle des serveurs de calcul. Donc maintenant, on a des serveurs qui vont venir puiser, en fait, dans ces énormes possibilités d'informations qui sont offertes pour en fait en extraire de la connaissance. On va pouvoir faire des modélisations, des optimisations de systèmes complexes avec ces informations et puis bien souvent on va s'appuyer sur des techniques d'intelligence artificielle qui vont effectivement avoir la capacité de traiter des grandes masses de données et d'amener à des
d'interprétation de ce qui se passe dans les systèmes au travers d'algorithmes assez complexes. Et puis aussi, on peut utiliser de l'intelligence collective. L'intelligence collective, ça va être souvent de l'intelligence qui va être distribuée sur différents systèmes et qui va permettre des négociations entre différents agents logiciels qui vont travailler sur des systèmes collectifs assez complexes. Donc ça, ce sont toutes des approches qui se mettent en place aujourd'hui, en dehors des villes intelligentes, mais ce sont effectivement des outils extrêmement intéressants pour les villes intelligentes. Et notamment, on parle beaucoup de deep learning, par exemple, dans les villes intelligentes, notamment dans les reconnaissances faciales, les reconnaissances de scène. Qu'est-ce qu'on entend par deep learning, justement? Alors, le deep learning, ça va utiliser des technologies de réseaux de neurones qui sont en fait des réseaux des éléments qui vont calculer des probabilités. Ils vont apprendre, ces éléments vont apprendre d'un contexte avec toute une masse de données et vont construire sur une suite de probabilités le fait que, on construit une connaissance qui va amener quelque chose de très probable qui est reconnu. Alors, en apprenant, en fait, le système apprend sur tout ce qui se passe au travers des jeux de données qu'il aura eu à sa disposition. Et en fait, pourra reconnaître, par exemple, une scène, pourra reconnaître une scène d'accident, pourra reconnaître une personne, évidemment, pourra reconnaître, mais de plus en plus, on arrive à reconnaître des situations. Alors ça va être intéressant puisque le système va pouvoir identifier qu'à ce moment-là, sur une route, eh bien, ça correspond à un accident de tel niveau et pourra peut-être déclencher le niveau d'aide qu'il faudra amener sur ce site-là. Donc, en fait, est-ce qu'il faudra des pompiers? Est-ce qu'il faudra une ambulance? Est-ce qu'il faudra deux camions de pompiers? Voilà, en fait, on identifie la situation au travers de comparaisons qu'on aura faites, de schémas de comparaison sur de très 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 nombreuses situations sur lesquelles le système va toujours arriver à identifier la bonne situation. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle derrière tout ça. Évidemment, oui. Donc en fait, c'est effectivement ces algorithmes, notamment de deep learning, qui vont aider à ce genre de choses. Mais effectivement, il y a beaucoup d'autres algorithmes qui interviennent. Il n'y a pas que le deep learning. Il y a aussi des algorithmes beaucoup plus classiques de classification, de fouille de données, tout en fait les éléments informatiques que l'on connaît aujourd'hui d'optimisation participent en fait aux solutions de ces serveurs de calcul. Alors il y a effectivement sur l'intelligence artificielle un petit problème de transparence sur les algorithmes, puisqu'en fait en fonction de la manière dont ils ont appris, ils vont effectivement plus reconnaître des situations que d'autres. Et ça peut effectivement amener à des discriminations ou à des problématiques de personnes qui sont avantagées par rapport à d'autres, etc. Donc effectivement, il y a des sociétés qui essaient d'amener des solutions à ça pour donner de la confiance dans ces solutions d'intelligence artificielle. Et notamment, il y a des organismes qui créent des contrats sociaux de l'ère de l'IA en essayant d'amener une éthique et de faire que les sociétés qui créent ces systèmes-là signent des chartes qui permettent effectivement de donner confiance dans leur processus de fabrication, puisque ça reste quand même souvent des sociétés privées qui travaillent sur ces algorithmes-là, et effectivement sur lesquels on n'a plus qu'à accepter leurs compétences. Bien, donc c'est, je l'espère, rassurant d'avoir effectivement des sociétés qui s'interrogent sur cette notion de nouveau contrat social à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors tout cela, évidemment, toutes ces données, une fois qu'elles ont été analysées, elles ont il y a un objectif, c'est d'agir, c'est d'être dans l'action. Voilà. Donc en fait, un autre concept qu'on peut introduire, c'est la notion de système cyberphysique. Donc ces systèmes cyberphysiques, ce sont des services numériques qui sont connectés avec des objets intelligents, donc des smart objects. Et en fait, quand on met ces éléments ensemble, finalement, on arrive à un système cyberphysique. Alors si on veut un système un peu plus organisé, on va parler d'intelligence ambiante, c'est-à-dire qu'on va utiliser un protocole bien déterminé qui va être utilisé entre les services et les objets connectés. Et là, on va parler plutôt d'intelligence ambiante. Donc, ces deux concepts, système cyberphysique et intelligence ambiante, qui en fait sont très proches, mais en fait qui sont différenciés par le fait de communiquer de manière plus normalisée avec les objets connectés.
Alors effectivement, on va agir, c'est-à-dire qu'on va peut-être aider à la décision pour les décideurs de la ville. On va leur permettre effectivement d'avoir une aide à la décision. On va aussi intervenir sur des applications mobiles participatives. On va ramener de l'information pour les utilisateurs de ces applications mobiles. On pourra aussi agir de manière très pratique sur des actionneurs dans la ville, c'est-à-dire des éléments qui vont mettre en mouvement peut-être des choses, donc faire des éclairages, mettre des alertes sonores ou pourquoi pas modifier les feux, etc. Donc là, on a toute la capacité d'agir sur les éléments intelligents sur lesquels on peut intervenir. Alors, donc, une fois qu'on a bien évidemment agi, tout ça nécessite, normalement, doit amener du confort aussi, doit amener une nouvelle qualité de vie, s'adapter aussi aux besoins du citoyen. Donc, on est dans un système, alors vous le qualifiez de système ambiant intelligent. Voilà, donc on avait de l'ambiance intelligence, mais maintenant, on va le mettre dans un système. Quelque part, on va créer un système autour. Donc, ces systèmes ambiants intelligents, ça va être effectivement l'intelligence ambiante plus le smart environnement, l'ensemble va devenir un système ambiant intelligent. Et si on veut le caractériser pour la ville, on va offrir un certain nombre de services organisés dans ce système ambiant intelligent et on va créer des services à l'échelle de l'habitat, des services à l'échelle des quartiers, des services à l'échelle des villes et des services qui pourraient être accessibles de manière externe depuis l'Internet de manière classique. Donc en fait, on va organiser tout un ensemble de services dans ces systèmes d'intelligence ambiante et par exemple des sociétés comme IBM où c'était la façon dont ils vendaient par exemple, ainsi ou qui peuvent vendre, des sociétés organisées peuvent vendre en fait une organisation de services qui s'adresse à différents niveaux d'échelle et ça fait aussi une fourniture de services potentiels avec un système complet qui peut aussi venir être une proposition d'une société ou d'une grande société ou d'une multinationale pour offrir des services pour une ville intelligente. Donc c'est pas forcément ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui le plus souvent, c'est que ces services vont être faits par tout un ensemble de startups et d'acteurs, mais effectivement, il y a toutes les solutions qui existent, de l'entreprise qui essaie d'emmener tout en système le package complet, aux villes qui vont effectivement construire petit à petit l'ensemble de ces services. Avec des systèmes, donc plus les systèmes sont ouverts, avec des codes ouverts, avec de la donnée ouverte, et plus il sera facile d'avoir des systèmes qui utilisent des programmes. Tout à fait. Plus ça sera ouvert, plus on aura de startups qui vont s'associer, puisqu'effectivement, ces données vont être ouvertes, on ne peut pas les interdire de l'utiliser, donc ils vont offrir naturellement des nouveaux services pour la ville. Voilà, et donc forcément de la différenciation aussi entre les villes, parce que le risque, vous l'expliquiez très bien dans une précédente causerie, c'est qu'une grosse entreprise qui propose un système unique fermé va avoir tendance à reproduire, finalement on va retrouver les mêmes villes un peu partout. Tout à fait, alors on va avoir des villes qui vont perdre un peu leur culture, leur âme, puisqu'en fait on va reproduire des approches un peu uniformes, et effectivement je pense que effectivement d'avoir des systèmes ouverts, c'est une des façons de garder sa culture, et en fait au travers de l'écosystème numérique qu'il y a effectivement dans la région, des startups vont essayer de proposer des services qui soient adaptés à la façon dont les gens pensent la ville dans laquelle ils vivent, et pas forcément des systèmes qui nous viennent d'une ville américaine ou d'une ville stéréotypée par des bien-pensants qui ont réfléchi à une ville qu'ils estiment être la meilleure. Alors justement, Rémi Courdier, le temps passe, mais nous avons encore beaucoup de choses à dire. Et notamment, donc tout ça nous renvoie sur la question justement des différentes dimensions sur lesquelles on doit réfléchir pour créer une ville intelligente, justement avec cette diversité nécessaire. Toutes les villes ne doivent pas se ressembler. Oui, alors effectivement, ces services-là dont on parle, ils servent à quoi en fait, Donc ils interviennent dans différentes dimensions qui sont complémentaires et sur lesquelles donc Rudolf Giffinger a fait en gros une proposition qui est aujourd'hui une référence dans ce domaine-là et qui estime que les 6 domaines que l'on voit apparaître ici sont les domaines sur lesquels la ville intelligente doit se poser les questions et doit offrir des services et effectivement mixer ces données sur les services pour leur permettre d'être les plus efficaces. Donc effectivement, il y a l'économie, la mobilité, l'environnement, l'habitat, l'habitant en fait, le service à la personne, le smart living, l'habitat et puis la gouvernance. Donc de manière
peut-être plus imagé. On voit ici les éléments qui vont intervenir. Donc, tout ce qui est logistique, infrastructure, industrie, démocratie, sécurité et qualité de vie, éducation, efficacité et développement durable. Donc, Smart Environment, ça va intégrer aussi tout ce qui est effectivement les éléments qui gèrent l'irrigation, qui gèrent les lampes, etc. pour effectivement éviter pour avoir une ville économe, en fait. Et on voit que dans la représentation que je vous propose, les cercles ne sont pas séparés. Hein. Ils ont tous des interactions. Et c'est bien pour imager que, effectivement, c'est comme ça que va fonctionner la ville intelligente. C'est qu'on va essayer de partager de l'information dans tous ces éléments-là pour, effectivement, en extraire des choses qui vont apporter des éléments de la gouvernance à la mobilité, à l'environnement, etc. Et que toutes ces informations vont être utilisées ensemble. Alors on voit, Rémi Courdier, à quel point il est nécessaire, justement, dans un environnement qui lui-même est très 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 rapide, où la temporalité est rapide, il faut prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut faire, finalement, pour créer une ville intelligente. Oui, je pense qu'effectivement, on a vu que c'était un environnement extrêmement riche, qui pratiquement participait à tous les strates de l'informatique. Hein. On passe des éléments très simples, de capteurs très simples avec une informatique très minime, hein, à des serveurs de calcul très sophistiqués en intégrant de la communication, du stockage, de la sécurité, des services sur le web et des applications mobiles. On voit que quelque part, ça draine tout un écosystème informatique extrêmement riche. Et effectivement, c'est important de bien réfléchir à ce qu'on va faire là-dedans, de telle sorte que tous ces acteurs ne réinventent pas la roue, n'offrent pas chacun leur solution qui soit difficile à intégrer, difficile à rendre interopérable avec les autres. Donc, effectivement, il y a une réflexion importante à mener pour avoir un écosystème qui soit pas trop lourd à gérer, effectivement. Voilà, une intelligence collective et partagée. En tous les cas, Rémi Courdier, merci beaucoup. Nous nous retrouverons très prochainement. Peut-être pourrait-on dire un mot de le prochain épisode ? Oui, alors dans le prochain épisode, effectivement, on va discuter sur qu'est-ce qu'il y a de bien finalement dans ces nouvelles villes intelligentes et qu'est-ce qu'il y a de moins bien, quelles sont les précautions à prendre et peut-être bien en être conscient. L'idée, c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien quelque part, mais on va être forcément amené dans ces circuits où le numérique est de plus en plus important, où on va essayer d'en tirer en fait les meilleurs profits. Et il faut juste être conscient des risques et des avantages qu'il y a, et de telle sorte qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Et merci Rémi Courdier. Donc rendez-vous pour un épisode 4 qui traitera de ces questions. Merci à toutes et tous et à très bientôt.